Et salut, c'est Isoka, et bienvenue pour ce numéro 1 de L'Appel du Devoir, une toute nouvelle émission, durant laquelle on va s'efforcer de réduire cette pile à lire qui tutoie les sommets. Donc on va tout faire pour faire diminuer cette montagne de lecture. Donc pas d'issue de secours aujourd'hui, parce que malheureusement je n'ai pas reçu suffisamment de single issues pour en parler, mais heureusement, on a une émission de remplacement avec L'Appel du Devoir. Donc aujourd'hui, 7 TPB et un manga, dont je vais vous parler, dans ces retours de lecture. On commence par Thor, The Mighty Avenger. Comme vous pouvez le voir, c'est donc une édition VO chez Marvel. Donc c'est un petit TPB, un plus petit qu'un comics standard. Au niveau du format, ça s'apparente plutôt au Panini Next Gen, si vous connaissez. Donc vraiment, voilà, c'est quelque chose de souple et de pratique pour transporter et au niveau de la prise en main. Donc Thor The Mighty Avenger, c'est quoi? C'est une mini-série en 8 épisodes qui date de 2010 et un Free Comic Book Day qui date de 2011. C'est une mini-série scénarisée par Roger Langridge et dessinée par le fabuleux et l'incroyable Chris Samnee, qui est un de mes 5 dessinateurs préférés, et mise en couleur par Matthew Wilson. Donc, cette mini-série, c'est quoi? Si vous voulez, vous allez avoir un petit peu l'arrivée de Thor sur Midgard. Hein. Midgard, je rappelle que c'est la manière dont les Asgardiens nomment la Terre. Et regardez-moi ça déjà, la Chris Samnee, quel talent. Regardez-moi toute l'émotion, la fascination, l'admiration de Jane Foster pour ce pont arc-en-ciel. Parce que oui, Jane Foster travaille dans un musée, hein, elle est curateur dans un musée, lorsque il y a l'irruption de Thor, forcément, que vous voyez là. Et du coup, Thor, il arrive avec sa mémoire fragmentée, morcelée, il a énormément de trous, il ne sait pas ce qui s'est passé, il ne sait pas pourquoi il est là. Et il veut forcément retrouver ses pouvoirs et rentrer chez lui. Donc, il va y avoir cette relation avec Jane Foster. Jane Foster qui forcément est une passionnée et une grande connaisseuse de mythologie nordique. Et va essayer de l'aider dans ce périple. Mais ce qui est super intéressant, c'est qu'on va se rendre compte qu'en fait, Thor est en mission par Odin pour finalement venir sur Midgard pour prendre une leçon d'humilité. Il vient prendre une leçon d'humilité et quel meilleur professeur que Jane Foster hein, pour accomplir cette mission. Donc on a vraiment quelque chose que je trouve incroyable, hein, que je trouve très émouvant et très chouette. Hein. On a vraiment la relation entre Odinson et Jane Foster qui est splendide, hein, qui est magnifique. À la fois, Thor a envie de lui montrer les merveilles d'Asgard. Jane a envie de lui montrer les merveilles que recèle notre Terre aussi. Donc on a vraiment cet échange, cette notion d'échange et de partage entre ces deux personnages qui sont vraiment super émouvantes et en plus sublimées par le dessin de Chris Samnee. On a évidemment tous les éléments que compose une bonne histoire de Thor. Il y a du Loki, il y a évidemment les Warriors Free. Hein. Les Warriors Free, moi, qui sont parmi mes personnages préférés. Pour moi, il y a une bonne histoire de Thor doit comporter les Warriors Free, hein, Volstagg, Ogun et Fendral, qui sont vraiment des compagnons très chers à Thor, donc c'est vraiment super. Et du coup, ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant, justement, cette notion d'humilité, qui revient parfois dans différents runs sur le personnage de Thor, notamment par Jason Aaron. Effectivement, dans le run de Jason Aaron, vous savez, vous aviez 3 temporalités, dont notamment la temporalité du jeune impétueux Thor, très arrogant, très sûr de ses forces, certains de ses qualités, mais pas forcément conscient de ses faiblesses. Et je trouve que justement, c'était très intéressant de montrer qu'il n'était pas encore digne de soulever Mjolnir, et qu'il devait faire ses preuves, prouver sa valeur, et montrer que finalement, il allait en être digne. Donc c'est vraiment fascinant. Et justement, on a un épisode que j'ai trouvé assez génial avec Namor. Namor qui, a priori, pas un personnage que je porte dans mon cœur parce que c'est quelqu'un que je trouve assez narquois, assez médisant, méprisant envers les êtres de la surface, qui a une sorte de complexe de supériorité. Il pense qu'il vaut mieux que les autres. Et finalement, en lisant cet épisode, vraiment, alors il y a à la fois un petit peu certains traits de ce caractère-là, hein, je m'étais pas tout à fait trompé dans l'analyse de ce personnage, mais il y a des raisons, c'est-à-dire que parfois, il y a quelques défauts qui sont énormes et qui masquent des qualités qu'on refuse de montrer, qu'on refuse de dévoiler comme si c'était un aveu de faiblesse. Et ça, c'est très intéressant. Donc on a vraiment cette scène autour du feu entre Odinson, Namor et Jane Foster qui est super émouvante et très chouette, hein, avec ces personnages très têtus, très obtus, qui ont du mal un petit peu à accepter d'avoir tort ou de pouvoir considérer les choses sous un autre angle. Et Jane Foster qui va un petit peu servir de professeur de vie
et même Namor, hein, qui donne de très bons conseils. Enfin, c'est vraiment... Il y a des trucs qui sont très émouvants, qui sont très chouettes. C'est une mini-série qui m'a régalé. Les dessins de Chris Stanley, en plus, sont sublimes le tout, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc vraiment, jetez-vous dessus. Le seul problème, c'est que ça a été édité en VF hein, par Panini, mais en 2013. Donc ça fait quand même 11 ans. Et je crois pas que c'est été réédité depuis, malheureusement. Donc vraiment, je sais pas si c'est encore trouvable à prix abordable, mais c'est vraiment une mini-série que je trouve géniale. Thor de Mighty Avenger. Donc foncez dessus, un énorme coup de cœur en ce qui me concerne. On enchaîne avec Birthright chez Image Comics. J'en avais parlé un petit peu. Déjà, dans l'émission d'Encre et de Bulle sur la chaîne de Madphobia mercredi dernier. Allez vous abonner à sa chaîne hein, si c'est pas déjà le cas. Du coup, j'en avais parlé un petit peu, donc je vais essayer d'être efficace. Donc Birthright, c'est une série scénarisée par Joshua Williamson, dessinée par André Bressan et mise en couleur par Adriano Lucas. Donc c'est la même équipe qui a fait Dark Ride récemment, dont le dernier épisode, le 12e, est sorti. D'ailleurs, je vous en ai fait une petite chronique dans un issue de secours précédent. N'hésitez pas à aller vous y reporter si ça vous intéresse. Donc, Birthright, c'est quoi ? Je vais vous raconter très rapidement. C'est tout simplement le comics, il est très intriguant dès ses premières pages. Donc, c'est un père qui joue à la balle avec son fils Mikey, son fils qui doit avoir 8-10 ans. Et c'est pas n'importe quel jour, puisque la famille se prépare à l'effervescence, puisque c'est son anniversaire. C'est son anniversaire, donc normalement ça devrait être une magnifique journée, un joyeux anniversaire. Sauf qu'évidemment l'anniversaire va tourner au drame. Puisqu'il joue à la balle, Mikey va chercher la balle qui s'est un petit peu égarée dans la forêt. Mais sauf que Mikey ne reviendra pas. Il ne revient pas. Et c'est là où commence le comics, où commence tout le délitement de cette famille. Le drame, forcément. Puisque cette famille va finir morcelée, va finir séparée. Le père va évidemment être tenu principal responsable de ce qui s'est passé. Et on va l'accuser d'avoir tué son fils, puisque c'est un petit peu lui qui joue avec et qui l'a vu en dernier. Donc forcément, la famille se déchire, les parents se séparent, le grand frère Brennan a des accès de violence. Forcément, suite à cette disparition, le père sombre dans l'alcoolisme. Enfin, il y a beaucoup de choses forcément. Qu'est-ce qui se passe face à la disparition d'un enfant ? Rien de très bon. Sauf que cette disparition, au bout d'un an, un homme refait surface et prétend être Mikey. Sauf que vous en conviendrez, il a changé le petit Mikey qui jouait à la balle avec son daron. Il a bien changé, il est devenu un jeune adulte badass, cheveux longs, barbe, vêtu d'une armure, et il clame revenir d'un autre monde, quoi, hein ? Terenos ? Mais qu'est-ce qu'il dit ? Donc forcément, là, le trouble se jette. On va avoir dès lors ce récit qui raconte un petit peu les pérégrinations et les différents périples de ce jeune Mikey lorsqu'il est arrivé dans cet univers de Terenos, et un petit peu ce qui lui est arrivé et ce qu'il doit faire. Donc il a une mission à accomplir. Ce serait une espèce d'élu, de héros, qui devrait sauver ce monde de Terenos, regardez, qui est complètement en proie à la désolation et à l'apocalypse, à cause du tyran, roi Lor, le King Lor, qui forcément met ce monde de Terenos à feu et à sang. Et c'est tout simplement à Mikey qu'il revient d'être le sauveur de ce monde-là. Donc Mikey est revenu sur Terre. Pourquoi est-il revenu ? A-t-il sauvé Terenos ? Quels sont ses objectifs ? Est-ce que c'est bien lui ? Donc toutes ces questions forcément vont trouver des réponses. On va faire un va-et-vient à la fois, parce que c'est à la fois un comics de fantasy, mais c'est finalement aussi surtout un comics sur la famille. Parce qu'effectivement, on va continuer à faire des va-et-vient à Terenos, comme je vous le disais. Et puis, on va forcément suivre ces différents membres de cette famille. Parce que je vous le disais, cette famille, elle a été déchirée. Les parents, Aaron, Wendy, le grand frère Brennan et donc Mikey. Et ce qui est intéressant aussi, c'est comment cette famille va essayer de trouver un rôle pour un petit peu aider Mikey dans sa quête. Ou en tout cas, essayer de le comprendre et de renouer des liens avec lui. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que cette notion de famille, de parents divorcés ou cette famille déchirée, qu'une quête et qu'une grande aventure va rassembler de manière magique, merveilleuse, et tout va finir comme si c'était rien à passer, et ils vont se rabibocher, ils vont se remettre ensemble. Alors c'est parfois un petit peu désabusé en fait dans le cinéma et de manière un petit peu crédule et naïve, hein. Mais là, je trouve que c'est un petit peu mieux travaillé, c'est franchement intéressant. Il y a vraiment chacun à son rôle. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider quelqu'un en détresse ? Donc c'est vraiment super intéressant. Je vous en dis pas beaucoup plus, mais
Vraiment, on va étoffer évidemment l'univers de Terenos, les différentes relations qu'il a établies avec des personnages là-bas, que ce soit Rook, que ce soit Ria. On va revenir avec tous ces personnages-là. Euh, on va revenir aussi, forcément, il y avoir des allées et venues entre Terenos et la Terre. On a des antagonistes, on a plein de choses. Et en fait, finalement, c'est vraiment une série qui est pensée par arc. Parce que si vous voulez, vous avez forcément un cliffhanger, bien sûr, à la fin de chaque numéro, mais vous avez surtout vraiment un énorme cliffhanger à la fin de chaque arc, en fait. À la fin de chaque arc, vous avez un énorme cliffhanger qui rebat les cartes, hein, qui redéfinit tout. C'est un revirement de situation. Il y a même certaines révélations très fortes qui fait que pour l'instant, après 25 numéros, parce que j'ai lu 5 TPB, hein, je vous présente ici le numéro 2, le numéro 3, et donc après 5 TPB, j'ai donc lu 25 numéros, parce que chaque TPB comprend 5 numéros, et la série comporte au total 50 numéros. Donc le volume 4 et le volume 5. Donc la série comporte 50 numéros, j'en suis à la moitié. Honnêtement, je suis complètement happé par le récit, c'est vraiment un page-turner. On a vraiment envie de tourner les pages et de savoir ce qui va se passer. Comme je vous disais, en plus, les cliffhangers sont hyper efficaces. Toutes les 3 pages, on change de situation, on change de personnage, on fait des va-et-vient entre Terre et Terenos. On s'ennuie pas une seconde, c'est palpitant. Mon seul petit bémol, et du coup je fais une petite dédicace à Crust qui en parlait dans l'émission d'Encre et de Bulle mercredi dernier, il disait qu'il avait adoré les 5 premiers tomes, et qu'ensuite ça s'effritait un petit peu. Alors je n'ai pas encore cette impression, mais par contre j'ai déjà la légère sensation que le comics pourrait bientôt toucher à sa fin. Donc je me demande ce qu'on va devoir encore révéler et rajouter pour vraiment faire durer le comics encore le double de temps, parce que j'ai lu que 25 numéros sur 50, hein, je le rappelle, donc j'en suis qu'à la moitié finalement. Donc qu'est-ce qui fait que on va encore faire durer le comics? J'espère que c'est pas de manière trop artificielle. J'espère aussi qu'il n'y aura pas trop de longueur dans la narration. On verra. En tout cas, Birthright, c'est vraiment une série que j'aime beaucoup pour l'instant après 5 numéros. Donc je lirai la suite et la fin, et évidemment je vous en reparlerai dans un futur. La palle du devoir. On enchaîne avec Elvira, The Mistress of the Dark. Alors, avant de vous parler de cette mini-série Elvira, hein, des 4 premiers épisodes de la toute première mini de David Avalon, je voulais remercier Steve de Comic City, sans qui j'aurais jamais eu connaissance de ses comics. Pour moi, Elvira, c'était juste cette jeune femme avec cette coupe de cheveux des années 80 et son décolleté aussi généreux qu'affriolant, et qui était un petit peu cette pop culture, cette icône pop culture du monde fantastique et horrifique, avec des monstres, des loups-garous, des squelettes, avec des poses suggestives. Pour moi, c'était ça, et ça n'allait pas beaucoup plus loin. Eh bien non, et j'ai bien fait d'écouter encore une fois Steve de Comic City, parce que du coup j'étais allé sur Elvira et Horrorland à l'époque, où Elvira était transposée d'un film à l'autre. Ça commençait par Psychose, et ça allait dans d'autres films que je vais pas vous révéler, hein, je vais vous laisser la surprise. Et c'était vraiment un bonbon délicieux. C'est génial, Elvira. C'est drôle, hein. Ça brise le 4e mur. Enfin vraiment, c'est ça quoi. C'est à la fois un peu irrévérencieux, parce que Elvira, forcément, elle est consciente de sa condition de sexe symbole, un petit peu de sex appeal. Donc, elle va faire des petites blagues un petit peu sexuelles, un petit peu coquines, et qui créent une vraie connivence entre elle et le lecteur. Mais c'est jamais vulgaire, c'est jamais grivois, sortant de sa bouche et de ses lèvres. C'est même plutôt classe, quoi. Et du coup, bon, il y a ces petites blagues, effectivement, un petit peu audacieuses. Il y a effectivement le fait qu'elle brise le 4e mur en s'adressant souvent au lecteur, en parlant d'Avalon, ou en parlant directement à Avalon. Donc ça c'est drôle, oui, parce que David Avalon, c'est le scénariste de la mini, et c'est Dave Acosta au dessin, j'ai oublié de vous le signaler. Et du coup, Elvira, elle va être transposée, en fait, dans différentes époques du 19e siècle, où elle va faire la rencontre de 3 personnages emblématiques de la littérature et de la poésie fantastique et horrifique du 19e siècle. Donc c'est génial, parce qu'elle est super contente, elle va faire connaissance avec ces personnages-là, elle va leur exposer sa situation évidemment, sauf qu'on a vraiment ce décalage entre le phrasé d'Elvira, qui est un phrasé très contemporain, très référence à la pop culture, et avec des jeux de mots sans arrêt, et en brisant le 4e mur, donc forcément, les personnages avec qui elle interagit comprennent pas grand-chose et pitent pas grand-chose à ce qu'elle raconte, et on a toujours un décalage narratif et situationnel qui est toujours assez délicieux et réjouissant, quoi. Donc on a vraiment quelque chose de génial. On a aussi l'apparition de personnages iconiques un petit peu de justement de la littérature fantastique et horrifique. Là on a Vlad, et comme vous pouvez le voir, son armure et les différents symboles qu'il arbore sur son plastron, ils font forcément penser à quelqu'un, et voilà, ce genre de références sont toujours délicieuses.
Donc on a vraiment quelque chose qui est très drôle. Là, par exemple, on a une référence en disant, bah oui, qu'on aimerait bien que cette scène soit au cinéma avec un ralenti, quoi, par exemple. Donc on a plein de choses voilà, qui sont très drôles, qui sont très amusantes. Et en même temps, ça n'est pas dénué d'intérêt, quoi. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de choses. C'est trépidant, c'est hyper intéressant. C'est un page turner, on a vraiment envie d'aller à la fin. Parce que c'est drôle, c'est intriguant. Et franchement, bah, Elvira, moi je la suivrai tout le temps, vraiment. J'adore. Toutes les mini-séries me font rire. Elles me plongent à fond dans l'histoire. Que ce soit les références de pop culture, que ce soit les personnages qu'elle rencontre, que ce soit l'amour qu'a Avalon pour les mots. Parce que comme je le disais, vraiment, c'est à la fois le phrasé d'Elvira et le phrasé de ces grands écrivains et poètes de la littérature fantastique et horrifique, où vraiment on a ce décalage qui est génial, quoi. C'est vraiment un régal en tant que lecteur VO. Bah oui, je dis en tant que lecteur VO, parce que malheureusement, je suis pas sûr que ce soit publié un jour en VF. Hein. Je suis pas sûr qu'Elvira ait suffisamment de succès, mais ce serait un super défi pour le traducteur ou la traductrice en charge de ce projet, parce qu'il y a, avec tous les jeux de mots, avec toutes les références pop culture, bah, ce serait vraiment super que quelqu'un s'en accapare, parce que c'est vraiment super. Moi, j'adore sa mini-série. Donc ensuite, vous avez The Shape of Elvira, Elvira meets Vincent Price, que sont là, par exemple. Donc vous avez 12 épisodes hein, de Mistress of the Dark. Ensuite, vous avez ces deux mini-là. Puis ensuite, vous avez Horrorland, Monsterland et Meets H.P. Lovecraft. Donc vraiment, Elvira, moi, énorme coup de cœur depuis maintenant une bonne année et demie, je dirais. 2 ans peut-être. Vraiment, j'aime énormément. Et c'est très subtil, hein, c'est drôle, hein, c'est fun et c'est intriguant. Donc bah voilà. Lisez Elvira, c'est génial. Et on termine, une fois n'est pas coutume, par un manga, évidemment. Et un manga en plus, j'ai manqué à mon devoir parce que j'ai oublié de vous le présenter lors des achats comics et mangas du mois de mai. Puisqu'évidemment, il est sorti au mois de mai et je me le suis procuré. Donc c'est un achat du mois de mai. Freerun, tome 12. Et oui, Freerun. Alors Freerun, je voulais vous en parler rapidement, c'est clairement mon manga actuel préféré. J'aime énormément ce manga. C'est un manga de fantasy, mais c'est un manga de fantasy qui brille par une certaine originalité. À savoir que finalement, vous, on est à la fin d'un récit quelque part. C'est-à-dire que le récit commence par la fin. Un- vous avez une troupe de compagnons assez classique. Vous avez un guerrier, un prêtre mage, un nain et une elfe. Donc, ma foi, le compagnon d'Heroic Fantasy, enfin les compagnons d'Heroic Fantasy assez classiques, voir le Seigneur des Anneaux ou Wizards and Warriors, enfin tous ces trucs-là, que ce soit dans le jeu vidéo ou dans la littérature américaine. Donc vraiment assez classique, sauf que là, ils ont vaincu le roi des démons. Le manga commence comme ça. Hein. Donc cette troupe a vaincu le roi des démons et on a vraiment le après. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est on va suivre cette elfe, Frieren, et cette elfe qui vit évidemment anormalement longtemps, c'est-à-dire elle vit plusieurs centaines d'années, voire plusieurs milliers d'années. Hein. Elle vit extrêmement longtemps et donc du coup, toute cette notion de temps est très relative pour elle. Donc c'est ça qui est super intéressant, c'est-à-dire qu'elle évoquait à chaque fois la troupe avec laquelle elle a vaincu le roi des démons avec nostalgie, c'était des flashbacks, tandis qu'elle, elle essayait de fonder une nouvelle troupe pour de nouvelles aventures. Donc on a vraiment ce parallèle entre ces deux temporalités-là, qui était vraiment délicieux, c'est-à-dire que à la fois elle qui pensait ne plus rien avoir à apprendre avec autant d'années passées sur Terre, elle qui est vraiment une passionnée de magie et de sorts, donc elle est à la recherche d'énormément de grimoires, du sort le plus efficace au sort le plus anodin, hein. Et vraiment, bah voilà, le fait d'être avec ses compagnons, à force, lui a fait beaucoup se poser de questions. Donc finalement, on a un personnage très introspectif hein, qui se rend compte qu'elle ressent de plus en plus d'émotions à l'évocation des souvenirs passés. Donc pareil, elle se rend compte qu'elle découvre la nostalgie, qu'elle découvre l'attachement, l'amitié, alors que c'est des notions qui lui étaient étrangères pendant plusieurs centaines d'années, voire des millénaires. Donc ça, c'est assez génial déjà d'avoir ce personnage introspectif, d'avoir cette situation de départ très originale qui est dans l'après-victoire. Et du coup, comment on fait pour re-raconter quelque chose de pertinent et d'intéressant. Bah ça fonctionne. Et ça fonctionne hyper bien. Là, je vous parle du tome 12, hein, parce que forcément, le tome 11 avait un énorme cliffhanger. Et on se disait, quoi? Mais non, c'est pas possible, j'ai hâte de lire le tome 12. Ah bah, il a tenu toutes ses promesses. Hein. C'était un régal. Hein. C'était vraiment génial, c'est-à-dire que, je ne peux pas trop vous en révéler, mais on a vraiment quelque chose auquel on ne s'attendait pas forcément.
Et ça fonctionne du feu de Dieu, quoi. Et en plus, on a vraiment une fin, encore une fois, où il y a un énorme cliffhanger. Donc là aussi, très très hâte de lire le volume 13. Donc bah, j'adore ce manga. Voilà, vraiment, vraiment Frieren, que ce soit sur justement un personnage qui a beaucoup évolué, qui fait de l'introspection, pour que ce soit, comme je vous le disais, ce manga un peu original au niveau de sa structure narrative, qui va sur l'après, avec des flashbacks, mais qui raconte encore autre chose. Il y a autre chose aussi, c'est que le manga, au départ, il est un petit peu construit comme des comics dans les années 70-90, c'est-à-dire beaucoup de one-shot. Comme si on avait des quêtes secondaires d'un RPG. Tiens, on va faire ça, on va faire ça. Pour mieux un petit peu comprendre la mécanique structurelle de leurs aventures, de mieux comprendre aussi tout le temps qui passe, parce que souvent ils font des détours de 6 mois, de 1 an, de 2 ans, parce que Frieren, elle est vraiment pas pressée, puisque la notion du temps qu'elle a, c'est pas du tout la même que ses compagnons. Ça, du coup, ça va être énormément évoqué, très intéressant, et très bien exploité dans le manga. Donc ce manga, j'ai oublié de le dire, scénarisé par Kanehito Yamada et dessiné par Tsukasa Abe, parce que je ne connais pas de mémoire. Et donc on a vraiment tout ça qui est vraiment super intéressant, qui raconte beaucoup de choses. Et donc au départ, c'est vraiment petit, des récits un petit peu one-shot comme ça. Puis ensuite, ça va prendre de l'ampleur, ça va prendre de l'envergure. Et vraiment, c'est quelque chose que, pour moi, c'est un incontournable. Maintenant, dès que Frieren arrive, je le lis dans les premiers jours, quoi. Donc voilà, Frieren, c'est mon énorme coup de cœur des mangas actuels. J'en lis pas énormément des mangas actuels. Je suis plutôt un lecteur de mangas rétro. Et j'en parlerai peut-être plus tard dans une émission, qui sait. Teasing. Donc voilà. Donc super manga Frieren. Et ben voilà, c'est tout pour moi. C'est tout pour moi pour cette émission de La Palle du Devoir, où là, comme vous l'avez vu, j'ai passé en revue pas mal de séries, à savoir Thor, The Mighty Avenger, Birthright, Elvira et Frieren. Donc bah si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Merci de lâcher un petit like et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de La Palle du Devoir. Et sinon, bah, je vous dis à mercredi prochain. Ah non, jeudi, pardon, ce sera jeudi. À jeudi prochain pour d'encre et de bulle, donc jeudi 21h. Et puis une future émission d'Issue de secours ou de La Palle du Devoir. Allez, salut, bonne journée, bonne soirée, à bientôt.